c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre petit jargon du bureau des matins de France Culture, un pas de côté que nous allons faire aujourd'hui. Mais vous allez voir, ce sujet est bien loin d'être tiré par les cheveux, poils, cheveux, moustaches, favoris, en disant long sur nos pratiques et nos imaginaires partout et à toutes les époques. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire, la très sérieuse, enfin quoique facile, la très sérieuse histoire du poil, sous la direction de Barré France, Ozépi et Joël Cornette. D'ailleurs, quand on s'appelle Ozépi, évidemment, on était prédestiné à écrire une histoire du poil, qui paraît donc aux éditions Belin, Histoire du poil, où des historiens, anthropologues, psychanalystes nous dépeignent des sujets de tout poil, des préceptes du Coran en matière d'épilation, chez les hommes, à la signification de la moustache en politique, en passant par les femmes à barbe et la perruque. Ah, la perruque de Louis XIV. Bonjour Joël Cornette. Oui, bonjour. C'est bien sérieux de faire cette histoire oui, du poil. Ça vous êtes très emphatique par moment. Le cheveu est un extraordinaire gardien de mémoire. Oui, ça paraît un peu saugrenu à l'heure de la mondialisation, d'une histoire connectée où on parle des grandes civilisations, de s'intéresser finalement aux cheveux, aux poils. C'est étrange, c'est presque de la micro-histoire, et pourtant c'est vraiment un sujet d'histoire, et j'oserais même dire que le poil, c'est une archive. Songez que c'est à peu près la seule trace humaine qui dépasse le temps, qui va au-delà de la mort, et on peut enquêter sur le poil des siècles après. Voilà, donc c'est une archive. Quelle est cette histoire de ce soldat qui un jour va découper un grand morceau de la barbe d'Henri IV? On est en 1793, on est à Saint-Denis, et vous savez, c'est ce fameux épisode où les cercueils des rois sont ouverts, et on découvre le premier cercueil qui est ouvert en 1793, c'est celui d'Henri IV. Et on découvre un Henri IV pratiquement identique à celui qu'on imaginait, c'est-à-dire un Henri IV momifié, mais en même temps, il a ses cheveux, il a sa barbe, et un soldat... On le reconnaît très bien. On le reconnaît absolument. Il est intact, il va quasiment parler. Et on a des gravures qui sont faites, alors peut-être un peu retravaillées, mais enfin c'est vraiment la figure d'Henri IV qui aurait traversé le temps. Et un soldat, alors il y a l'attitude des personnes qui sont là, à Saint-Denis, et un soldat, dit-on, et plusieurs sources le confirment, s'approche du corps d'Henri IV, de la momie d'Henri IV, et arrache un peu de sa barbe, et dit, ben voilà, je vais avoir la force d'Henri IV. Comme si, par le poil d'Henri IV, la force du roi de guerre, du roi du vainqueur de la Ligue, était transmise au-delà des générations sur plusieurs siècles. Alors là, un exemple assez particulier. Nous reviendrons sur de très nombreux exemples qui sont cités dans ce livre et qui permettent du coup, parce que c'est cela au fond, le poil fait social total. Fait social total, c'est lui qui discrimine, c'est lui qui établit des processus de pureté, de sainteté, d'exclusion aussi. Ben oui, il est tout à la fois le bien et le mal. Le bien et le mal, et dès l'origine, puisque on a les hommes chevelus de la préhistoire, on a aussi, et dans la première épopée écrite, qui est l'épopée de Gilgamesh, on voit deux personnages, un personnage qui est un chasseur et qui voit ces pièges qui sont cassés par un homme velu, chevelu, qui est l'image de l'animalité. Et tout le texte décrit le processus d'humanisation progressive de cet individu qui devient homme parce qu'on lui coupe les cheveux, parce qu'on le rase, et il devient finalement humain. Donc on a déjà, vous voyez, dès le premier texte de l'histoire humaine, le texte écrit, cette espèce de dichotomie entre l'humanité qui serait, entre guillemets, dépoilue, et l'animalité qui est l'équivalent d'un homme chevelu, poilu, hirsute. Étymologie du mot poil? Poil, Non, mais c'est le grec, hein? C'est du grec, oui. Voilà. Oui, Polos, voilà. Platon, voilà. Et Socrate, oui. qui se parlent de leur poil. Absolument, oui. Et on pouvait aussi évoquer la Bible, puisque l'une des contributions, je pense à Maggie Alpern, qui s'est intéressée aux multiples occurrences du poil dans la Bible. Pensez à Samson, pensez à Dalila. Samson perd ses cheveux, perd sa force. Donc là aussi, il y a l'équivalent, poil, force, virilité. Voilà. Parce qu'alors, il y a le vrai poil et le poil de représentation. Il y a par exemple, prenons, quitte à risquer je ne sais quelle réaction, l'article notamment sur la question du Christ. Le Christ est-il barbu ou n'est-il pas barbu? Et selon que le Christ est barbu, et qu'il est d'ailleurs majoritairement barbu à partir du XIIIe siècle, si j'ai bien lu l'article, il est barbu parce que, explique-t-on, c'est la revanche des églises d'Orient sur l'église d'Occident. Expliquez-nous cela, Joël Cornette. C'est un peu complexe, oui, puisque l'église d'Orient a établi le poil et la barbe comme un révélateur de sainteté, et donc on est proche du Christ qui doit être barbu. Donc Mais au départ, il est représenté glabre? Oui, il y a une hésitation. Le problème, c'est... Mais pourquoi revanche?
Pourquoi en revanche une église sur une autre à cause de cette question de poil? Parce que c'est une lutte très ancienne des deux églises. Et donc, il faut que l'une l'emporte sur l'autre. Et donc là, on est dans une sorte de grande querelle entre deux orthodoxies, si je puis dire. Et donc là, le poil sert un peu de révélateur. Alors, cet ouvrage est un ouvrage particulier parce qu'il n'est pas seulement, on pourrait dire, un ouvrage justement d'historien. Est-ce que c'est une question et une manière de changer la méthode de l'historien que d'avoir adjoint à ce livre, Histoire du poil chez Belin, Joël Cornette, des anthropologues, un philosophe et un psychanalyste? C'est pour mettre... Il manque le raton laveur. Oui, c'est pour mettre l'accent peut-être sur la pluralité des sens, des significations. Le linguiste, je crois, apporte beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que dès qu'on pense poil, je pense que beaucoup ont des phrases qui viennent. Avoir un poil dans la main, être de bon ou de mauvais poil, reprendre le poil de la bête, se retrouver à poil, se poiler. Cela me hérisse le poil. Il y a là une polysémie tout à fait extraordinaire disons, du poil. Alors, d'où vient cette image ? Peut-être parce que, et je crois un des articles insiste sur ce point, le poil et le cheveu, finalement, c'est le seul élément du corps que nous pouvons manipuler, que nous pouvons organiser, que les 140 000 cheveux que nous avons, nous pouvons en faire ce que nous voulons par rapport au reste du corps. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça va jusqu'à la perruque de Louis XIV. Là, l'absence de cheveux devient un critère presque culturel. Le poil est une partie du corps qui pousse. Oui, qui pousse et qui ne meurt pas après avoir été coupé. Et qui ne meurt pas. Comme les ongles étant du poil. Comme les ongles. On a parlé tout à l'heure d'Henri IV, on pourrait aussi parler d'Agnès Sorel, qui était une grande maîtresse d'un souverain du Moyen-Âge. Agnès Sorel est morte très jeune, on a parlé de poison. Et figurez-vous que c'est le docteur Philippe Charlier, dans les années 1980, qui, à partir des analyses de ses cheveux, a montré qu'elle avait été empoisonnée au plomb. Et donc extraordinaire. C'est-à-dire que là, on a une sorte d'enquête policière qui traverse les siècles et qui permet, par l'indice du poil, d'aboutir à la résolution, finalement, d'une énigme historique. Le poil, évidemment, là où il est complexe, c'est que, ça c'est encore Marie-France Ozépi dans son introduction, qui au fond explique que sur le poil on peut agir, bien sûr. Alors de cette action, choisissons deux exemples, la barbe des hommes et le corps lisse des femmes. Mais tout de suite, la complexité du sujet est mise au jour, car les femmes à barbe existent et les hommes aussi s'épilent le corps. Ni la barbe, ni le corps vierge de poils ne sont donc un indicatif sûr du genre. Voilà qui sera bon à rappeler dans les débats actuels sur la question du genre. Faut-il enseigner ou non le genre à l'école, Joël Cornette? Oui, alors, enfin, marginalement, c'est pas un sujet, disons, central, mais c'est vrai que dans le livre circule cette notion, au point même qu'à Byzance, on peut parler presque de trois sexes, les hommes, les femmes et les eunuques. Il y a une analyse tout à fait pertinente et pas même impertinente sur la fonction des eunuques à la cour impériale à Byzance. Et là, le poil ou l'absence de poil est aussi un révélateur. Alors pourquoi fallait-il ne pas avoir de poil? Les eunuques avaient la fonction de protection de l'empereur et aussi ils ne pouvaient pas évidemment avoir de relations, sexuées avec des membres proches de l'empereur. Donc c'était, disons, l'indication fondamentale, mais c'est devenu pratiquement un ordre dans la société byzantine. Et quant à la question du poil chez la femme, sujet complexe à aborder, il n'a pas toujours été tabou ce poil chez la femme, Joël Cornette. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un article tout à fait intéressant sur l'islam notamment et qui montre l'importance du hammam, qui est plus qu'un élément de civilisation, qui est un lieu presque de purification du corps et où les femmes se retrouvent et qui est un lieu de sociabilité. Et même chose du côté du barbier, qui joue un rôle tout à fait important. On pourrait presque comparer les offices des barbiers à Istanbul au salon du XVIIIe siècle, lieu où on parle, lieu de politique, lieu de débat, et où on se fait la barbe, on épile. Mais quelles sont les situations où le poil est valorisant et le poil ne l'est pas à travers l'histoire? Difficile de généraliser. Chaque civilisation a, je dirais, sa culture du poil. Le poil peut être un révélateur, l'absence de poil de pureté, mais ça peut être aussi, un rejet. Je pense aux femmes tondues à la Libération, je pense aux bagnards. Donc là, on a un exemple. Par exemple, précis. La question de l'absence de cheveux. Le tondu, est positif avec Bouddha. Oui, et il ne l'est pas avec le bagnard. Absolument, oui. Et en même temps, regardez à la cour de Louis XIV, puisque je suis plutôt historien, plutôt XVIImiste, et je me suis consacré à cette chose étonnante d'un Louis XIV qui perd ses cheveux très tôt, à 20 ans, après une maladie, à Dunkerque. On lui met une perruque, et chose assez extraordinaire,
Toute la cour et plusieurs l'essor de la sources confirment que pratiquement tout le monde s'est mis à la perruque. Donc il y a là un processus d'imitation extraordinaire et cette perruque circule tout au long de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution et même pendant la Révolution puisque Robespierre était extrêmement attentif à son apparence et à sa perruque et jusqu'au dernier moment. Donc la perruque et donc le poil, le cheveu comme instrument politique. Oui, comme substitut, comme paraître, comme discriminateur social, puisque la perruque, une belle perruque, ça coûte très cher, ça coûte jusqu'à 3000 livres, ce qui est l'équivalent de 3000 journées de travail d'un artisan. La perruque, la grande perruque des années 1680, c'est une sorte, je dirais, d'ostentation qui se fait à la cour. Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, tâchez moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Marcel Bordaz, la femme à barbe, vous êtes même allé jusqu'à vous intéresser à cette question de la femme à barbe dans l'histoire du poil Joël Cornette. Oui, enfin pas tout à fait moi, puisque c'est dans l'ouvrage collectif, voilà. Le collectif que vous êtes. Voilà, et c'est Jacques Gélis qui s'est intéressé. Justement, on est dans l'entre-deux, femme à barbe et aussi homme-chien, c'est-à-dire ces personnages un peu monstrueux qui sont présentés, qui sont mis en exhibition comme des spectacles et qui troublent un peu cette dichotomie entre les hommes et les femmes, puisque là on a des exemples d'une femme poilue, d'une femme à barbe et qui excite la curiosité. Le poil du coup est partout dans les textes si on y prête attention, parce que on se dit que pour faire le travail que vous avez fait, oui, il a sans doute fallu beaucoup lire à nouveau entre les lignes des textes peut-être déjà lus, auxquels on n'avait pas fait attention, y compris jusque dans les choses peut-être les plus simples à voir et à lire et à retrouver, comme les pièces notamment pour votre époque à vous, chérie du XVIIe siècle, que ce soit Molière, La Fontaine, mais du coup le sens devient tout autre et vous a renseigné. Oui, c'est-à-dire que Molière décrit les courtisans emperruqués, il les ridiculise, et donc c'est un moyen de critique, évidemment, de la cour. Donc là, on a un exemple où la culture de cour est un moyen pour les écrivains d'avoir une distance tout à fait critique. Mercier ? Oui, par exemple, Louis-Sébastien Mercier, à la veille de la Révolution, dit que la perruque coûte tellement cher et on dépense tellement de blé pour la poudrer, pour la rendre blanche, que cela contribue à la hausse des prix et donc à la misère populaire. Et donc, chose étonnante, alors il ne s'agit pas de dire que la perruque serait à la cause de la Révolution, mais en ça lui permet... Vous n'êtes pas loin de le dire, je vous signale. Et parce que, alors, voilà, vous dites qu'il faut raconter ça, parce que qu'est-ce qui se passe alors, la perruque, d'abord, qui n'est pas blanche au départ. Non, elle n'est pas blonde, blanche, elle sera noire, elle deviendra blanche. Et d'ailleurs, Louis XIV a mis beaucoup de temps à mettre cette perruque grise. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il voulait mettre de la jeunesse partout. Et on a ce portrait terrible de Louis XIV qui a été fait en 1706, qui est un portrait de cire. On voit un vieux Louis XIV et on sent vraiment dans ce portrait tout le poids de la souveraineté. Et ce portrait est tout à fait remarquable parce qu'il a une perruque grise qui lui donne des traits encore plus terribles. Et cette perruque grise, il l'a mise presque forcée à la fin de sa vie. Par contre, au XVIIIe siècle, c'est vraiment la mode. Et le jeune Louis XV, dès 1722, se met une perruque grise, poudrée, plutôt blanche d'ailleurs, et qui devient la mode. Donc en fait, il y a toute une série de modes de la perruque qu'on peut suivre dans la grande encyclopédie, l'encyclopédie. On a un très très grand article perruque qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, qui décrit les multiples opérations qui conduisent à la fabrication d'une perruque. Alors il y a de très nombreuses perruques, de très nombreux types de perruques. Il y a même des perruques, des sortes de perruques professionnelles. Quelle est cette perruque, l'inexorable ? Oui, alors c'est chaque
je C'est dirais... pour un corps de métier. Oui, chaque Alors, corps de métier a ses racontez-nous, là, perruques. c'est inexorable. Là, je ne l'ai pas vraiment Pour en les tête, c'est le cas magistrats. de le dire, pour les magistrats. Pour les voilà. magistrats, vous dites c'est une Oui, perruque oui. où il y a des Oui, des serpents, ressorts. des ressorts où des Oui, serpents oui. sortent de Voilà, la qui perruque. peuvent sortir. Ce Pour qu'on après- dit. Oui. Voilà. Mais là, on est aussi peut-être dans une posture critique. Même chose pour les femmes, puisqu'il y a une mode absolument extravagante dans les années 1780. Ah oui, mais ça c'est plus tard, parce qu'au C'est un XVIIe peu siècle, plus vous tard. dites bien, les hommes portent la Oui, perruque, absolument. pas les femmes. Pas les femmes, c'est vrai. Sauf qu'elles ont aussi des opérations de cheveux très très particulières. Je pense à la coiffure à la Fontange, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a une mode très précise. C'est-à-dire que d'année après année, on peut suivre la mode et on est aussi démodé. Et ça participe de l'économie de cours. Et là, on voit que le cheveu est tout à fait un indicateur tout à fait formidable de ce phénomène. 8h17, donc Brice Couturier. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on n'a pas l'image, que vous avez le book avant Brad Pitt, vous m'avez dit, c'est vous qui avez Oui, lancé la légèrement, mode. Oui, légèrement. D'accord. Ouais, je l'ai précédé. Oui, nous savons, Marc, grâce aux savantes études de l'historien Jean-Marie Le Gall sur le port de la barbe et de la moustache, comment ces attributs de la virilité sont passés de mode entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cet ornement, indispensable à la carrière d'un courtisan de la Renaissance, fit place en effet sous Louis XIV au port obligatoire de la perruque. Avec ces rois aux barbes fleuries, comme notre François Ier, leur Charles Quint et autres Henri VIII Tudor, l'âge baroque célébrait la fantaisie, le mouvement, les plaisirs. L'âge classique, lui, réprime cet abandon au naturel. Les grands arborent désormais des visages glabres. Le costume masculin qui semble taillé dans du tissu d'ameublement impose une immobilité hautaine et pompeuse. Mais, mon cher Emmanuel, sautons par-dessus quelques siècles d'histoire de l'élégance masculine et arrivons à l'époque qui m'intéresse vraiment. Certains de nos auditeurs se souviennent peut-être encore de l'émoi que provoqua chez leurs fans la découverte des Beatles, arborant à la toute fin des années 60 d'abondantes barbes qui leur dévoraient les joues. On put voir dans ce signe d'allégeance à la contre-culture californienne et au mouvement Peace and Love l'annonce de la fin d'une époque et celle du groupe légendaire lui-même, car les barbus vont rarement par quatre, à part les 4 barbus. Les ZZ Top, vous créez immédiatement ZZ Top, ils étaient 3 et 2 d'entre eux seulement portent la fameuse barbe qui leur tombe jusqu'à la poitrine. Les années 80, j'y viens. Les années 80 qui, comme Andy Warhol, leur maître à penser privilégiait la surface sur les profondeurs, ont décliné le lisse de toutes les manières. Les pantalons de Sky et les perfectos noirs luisaient sous les projecteurs du palace, à l'unisson des visages maquillés et des chevelures cirées. On a connu alors bien des moustachus. Mais un barbu devait savoir qu'il renonçait d'avance à toute chance d'être admis au bain-douche parce qu'il se signalait immédiatement au portier comme membre du groupe socialiste issu du corps des instituteurs. Infréquentable donc. Que faut-il penser dans ces conditions de ce grand retour que vous évoquiez, Marc Voinchet, à l'instant, de la barbe, dont nous appreuvent les magazines People et les revues de tendance. Des fashion leaders aussi éminents que Brad Pitt, Keanu Reeves, David Beckham, Hugh Laurie lui-même, George Clooney et Pierre Moscovici arborent depuis quelques mois une pilosité plus ou moins abondante, plus ou moins grisonnante, plus ou moins soignée, mais tous se sont convertis au culte de la barbe. Alors derrière tout phénomène de mode, le sociologue amateur traque le signe des temps. Que signifie cette soudaine invasion d'hommes pourvus de poils au menton? Il pourrait s'agir, comme on le dit parfois, d'une inversion collective du syndrome de Peter Pan. On aurait affaire à une génération de jeunes authentiques cherchant à se faire passer pour des adultes confirmés par besoin de respectabilité et peut-être aussi afin de rappeler à l'ordre leurs pères qui ont trop longtemps persisté à jouer les adolescents pour séduire leurs copines. Est-ce une autre hypothèse, la fin du jeunisme et le retour en grâce des maturités rassurantes exigées par l'inconscient collectif en période de crise? Veut-on réellement un barbu à la barre du vaisseau de l'État pour nous faire traverser la tempête? À moins qu'il ne s'agisse tout platement, pour une génération de vedettes vieillissantes, de dissimuler un certain affaissement des traits en s'épargnant les désagréments du lifting. Autre et ultime hypothèse que je vous soumets, Marc, que je soumets à votre perplexité plutôt, je le lis sur votre visage, cette tendance pourrait illustrer le grand retour annoncé tous les 10 ans d'une virilité enfin décomplexée, assumant tranquillement son identité en exhibant sa différence. Qu'en pensez-vous, monsieur Cornette ? Joël Cornette. Eh ben, j'en pense que vraiment le poil est révélateur de toute une société, de toute une civilisation et que la mode se démode très vite. Et c'est vrai que toute l'histoire est marquée par cette espèce de flux-reflux du cheveu, du poil. Et je disais, et c'est vrai que ça me paraît important, c'est la seule partie de notre corps dont nous sommes, je dirais, les maîtres.
on ne peut pas piloter notre corps. Par contre, les cheveux, on peut les arranger. Enfin, alors, quoi voilà. que maintenant, avec la chirurgie... Oui, la chirurgie esthétique. Et même ce qu'on appelle le bio-humain. Voilà, mais je pense que le post-humain, pardon. Toucher à ses cheveux, ça va peut-être moins loin et ça préserve peut-être plus le corps que disons, l'attaquer presque de l'intérieur. Donc, voilà, je pense que le cheveu, on est maître de ses cheveux. Mais je vous offre... D'une certaine manière. Je vous offre, je suis sûr que l'historien sérieux que vous êtes, vous le donnerez à Madame Ozepi. Oui, je vous offre le L du 28 octobre. Oui. Vous voyez, merci. Cheveux, Oui. couleur, c'est le gros titre, du cheveu, une bonne couleur, ça rajeunit Joël Cornette. Comment doper son blond, son brun, son châtain? Vous ne doperez pas grand-chose, vous, si j'en juge pas ce que je vois, mais on n'est pas loin de la culture de cour, hein, puisque la cour aussi, le cheveu, le teint faisait partie d'une apparence, d'une culture des apparences. Daniel Roche a écrit un très beau livre sur ce sujet, donc voilà. Oui, mais pas, alors par exemple, pour revenir à votre sujet de spécialité, quand même, parce que du coup, on se dit que tout sujet avec vous, futile, prend la profondeur la plus grande. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que justement les perruques au XVIIe siècle ont changé de couleur? Quelle signification avait la couleur? Pourquoi du blond ou du doré au noir? Et pourquoi le blanc? Pourquoi ensuite, aujourd'hui, personne ne se mettrait une perruque avec des cheveux blancs pour ne pas se vieillir? On revient à la peur de Louis XIV. Peut-être qu'il faut tenir compte des coiffeurs. C'est les coiffeurs aussi qui ont institué une mode. Donc vous dites que les coiffeurs parisiens donnaient le ton sur toute l'Europe. Oui, absolument. Les coiffeurs parisiens, c'était vraiment des stars à l'époque. C'est vrai que Marie-Antoinette, quand elle a fui arrêtée à Varennes avec son époux Louis XVI, elle était accompagnée de son coiffeur Léonard. Et Léonard, c'était vraiment je ne sais pas si c'est le Brad Pitt de l'époque, mais en tout cas une vedette formidable qui imposait les sujets. L'ancêtre de Jacques de Sange. Oui, il y avait les sujets des coiffures féminines qui étaient extravagantes, qui faisaient 1 ou 2 mètres de haut. Il y a d'ailleurs des caricatures. Et ces pauvres femmes dormaient assises la nuit. Elles devaient dormir assises et elles ne pouvaient même plus rentrer dans leur carrosse à cause de leur chevelure qui, disons, encombrait tout. Alors, et les souris faisaient leur nid. Ah, on a trouvé des nids de souris dans les perruques de 2 mètres de haut. Il y a même une perruque qui a eu une mode extraordinaire qui s'appelle la perruque de la Belle Poule. Oui. Et la Belle Poule, on mettait des bateaux articulés d'ailleurs, et on pouvait manœuvrer ces bateaux. Alors vous imaginez le spectacle. Ça coûtait des milliers de livres, parce que là aussi c'est un aspect de la culture de cour. C'est l'ostentation, c'est le paraître, c'est la dépense. De l'aristocratie, de la noblesse. Et donc la mode fait partie du système de dépenses de la cour. Et je pense que Louis XIV a imposé dès l'origine cette espèce Alors combien 38 charges de coiffeur? Oui, on a multiplié des charges tout le temps. C'était un office. C'est le roi des coiffeurs. Oui, absolument. Mais coiffeur, c'est quand même très péjoratif à l'époque. Vous dites que sont en général des Provençaux ou des Gascons. Oui, ça commence comme un artisan, donc un travail manuel, mais très vite les coiffeurs, un peu comme les artistes, justement, ont voulu, comme les peintres d'ailleurs, se détacher du monde artisanal, c'est-à-dire du monde de la main, pour aboutir à la création donc de l'esprit. Et donc un coiffeur au XVIIIe siècle, c'est vraiment quelqu'un qui a un statut tout à fait important. Il y a une précision dans votre livre qui fait froid dans le dos. Vous dites que les coiffeurs, ces coiffeurs qui inventent, on va dire, au fond, la coiffure, je dirais, je sais pas si elle est moderne, mais qui inventent pour l'époque, la grande coiffure. Et donc démodée rapidement. Vous dites, ils s'occupaient de petite chirurgie. Oui. Qu'est-ce que c'est c'est le statut terrible. Du coiffeur barbier, chirurgien, c'est-à-dire que chirurgien dans quel sens? Chirurgien au sens de découper dans le vif. C'était les coiffeurs qui faisaient ça. Oui, au début, absolument. Et en pays d'islam, c'est pareil. Le barbier, je ne connais pas bien la situation actuelle, mais le barbier a certaines compétences pour des petites opérations. Donc il y a là une polysémie des socioprofessionnels qui fait que effectivement le barbier, coiffeur, chirurgien, c'était un statut au XVIe, XVIIe siècle. Un mot quand même encore. Redites-nous bien ces questions d'économie quand même qui sont très importantes au XVIIe siècle. D'économie, c'est-à-dire de donc dépenses. La farine. Là non, mais la farine. Ah oui, la farine. L'essor de la farine. Il fallait beaucoup de farine pour blanchir. Vous avez évoqué la perruque blanche qui était à la mode du XVIIIe siècle. Et donc on a dans le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, qui est un auteur formidable et prolifique à la veille de la Révolution, il explique comment des quantités de farine ont été dépensées pour ce luxe inutile finalement. Et parce qu'on prend la même partie du grain de blé qui sert à faire le pain. Voilà, le meilleur du pain blanc. Donc sa théorie, elle assure, c'est pas tout à fait une théorie, mais nous sommes dans les années 80, des années très sensibles. 1780. Oui.
1780, donc la veille de la Révolution. Enfin, ils ne le savent pas, les contemporains. Mais en tout cas, la hausse continue des prix, il le dit, eh bien, ça paupérise la partie la plus pauvre, enfin la plus misérable du peuple. Et donc, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire que la perruque est à la cause de la Révolution, mais non, à contribuer. Mais vous dites qu'il y a des libelles quand même, hein, voilà, où on dénonce, les coiffeurs. Et au niveau de l'opinion publique. Comme affamant la foule. Voilà, parce que ce qui est tout à fait important au XVIIIe siècle, c'est qu'une opinion publique se crée, détachée de la cour, détachée du roi, détachée finalement de la vérité qui jusqu'alors émanait de l'État. Et cette opinion publique critique contribue bien sûr à l'effervescence qui va conduire à la Révolution. Alors, qui sont ces riches qui se mettent de la farine sur les cheveux au lieu de faire du pain alors qu'on crève de faim. Il y a une distance de plus en plus grande entre, disons, une classe aisée qui vit, on va dire aujourd'hui, non pas au-dessus de ses moyens, mais en tout cas qui est une injure à la pauvreté qui est de plus en plus apparente à Paris et dans les villes de province. La veille de la Révolution. Alors, est-ce que du coup, votre livre, et cette méthode de l'historien que vous êtes, rejoint d'une certaine façon l'histoire du climat d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui explique et qui a expliqué au fond comment la Révolution vient par la venue par la sécheresse et donc par la famine. Mais cette sécheresse-là qui induit une pénurie de blé, votre ouvrage donne un éclairage là aussi nouveau sur cette idée que il ne s'agit pas non plus de transformer la partie en tout. Non, bien sûr, mais c'est une partie importante. Non, bien sûr que non, c'est pas mon but. Je ne pourrais pas dire que la perruque est à l'origine de la Révolution. Mais moi non plus, je ne dis pas ça. Mais disons qu'elle est un révélateur et un indice, si vous voulez. Elle est un fait. Et voilà. Et je reviens à l'idée que le cheveu, c'est une source. Et vraiment une source, une archive. Et même une archive au-delà du temps, puisque le cheveu conserve, au-delà de la mort, je dirais, la mémoire de celui qui a vécu. Et donc on peut faire encore des enquêtes, des siècles après, sur des cheveux disparus. Agnès Sorel, je le rappelais tout à l'heure, Agnès Sorel, on a découvert dans les années 1980, c'est le docteur Philippe Charlier, qu'elle a été empoisonnée au mercure au XIVe siècle grâce à ses cheveux. Daniel Salnave. C'est passionnant, on voudrait y passer un temps considérable à fouiller tout ce que ce livre ouvre. Mais ce qui me frappe beaucoup tout de même, c'est qu'il y a un antagonisme très très fort entre le féminin et le masculin qui se redit dans chaque société, comme si chaque moment, chaque culture devait réinscrire la coupure, la peur de l'androgynie ou du mélange des sexes, et tout le temps frappant. Quand en 68 et après, les garçons portaient les cheveux trop longs, les pères tonnaient, mon fils était féminin, il avait les cheveux trop longs, les femmes, par féminisme, avaient décidé de ne plus se raser les jambes parce que c'était faire des objets sexuels. Franchement, ça n'a pas pris, parce que les femmes préfèrent montrer de jolies jambes glabres, et non pas imberbes, comme on dit d'ailleurs, parce que c'est pas de la barbe qu'on a sur les jambes. Mais une image qui est toujours très très choquante quand on la regarde, c'est celle du phénomène de la femme à barbe qui donne le sein. Et cette image est horrible. Pourquoi ? Parce qu'on voit un visage avec une barbe énorme, noire, bien massive, et presque juste en dessous, un sein blanc, et l'enfant qui s'apprête à boire. Et ça, c'est une image presque insoutenable. C'est comme si chaque époque devrait rejouer ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Couturier ? Oui, moi je pense qu'effectivement la peur de l'androgynie, c'est à l'origine de toujours du retour de la barbe. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est des choses que j'ignorais. C'est le fait que la moustache et la barbe sont des signes distinctifs de l'état militaire. Je m'explique. J'avais trouvé dans l'histoire de la barbe de Jean-Marie Le Gall cette anecdote sur le fait qu'on appelait moustache un militaire, et en particulier un officier. Il y a une anecdote, un type se fait prendre dans la rue parce qu'au cours d'une bagarre, il a traité un officier de moustache, il est emprisonné pour ça. Et je croyais, moi, que les poilus, comme beaucoup de gens, je croyais qu'on appelait poilus les soldats des tranchées de la guerre de 14 parce qu'ils portaient la barbe. J'avais déjà entendu dire que le port de la barbe, en fait, a été interdit aussitôt que le masque à gaz est devenu obligatoire, parce que le masque à gaz ne cadrait pas avec le port de la barbe. Et en fait, je découvre dans votre livre qu'un barbu, on appelle barbu simplement un militaire. Un militaire par opposition avec un soldat ou un civil à l'arrière. Donc on voit bien qu'à chaque fois le poil est la métaphore qui désigne l'état militaire. Absolument. Et je rappelais cette anecdote sidérante de 1793, quand on extrait de Saint-Denis le cadavre d'Henri IV, et un cadavre parfait, entre guillemets, c'est-à-dire qui ressemble à l'Henri IV tel qu'on l'imagine. Et je rappelais cette anecdote sidérante d'un soldat de l'an 2, donc révolutionnaire, républicain, qui se précipite sur la momie d'Henri IV, puisqu'il est pratiquement momifié, comme en Égypte, et arrache une partie de sa moustache guerrière, et dit, voilà, je l'ai, je me la colle sur mon visage, et j'ai la force d'Henri IV. Et là, on est tout à fait dans une sorte de
cheveux reliques qui fait que la moustache militaire, guerrière, pour reprendre ce que vous dites d'Henri IV, se communique par-delà les siècles sur le soldat républicain. Les poilus n'aimaient pas qu'on les appelle les poilus. Non, Vous mais dites. en même temps, c'est vrai que ça devient une connotation, je dirais, presque amicale. Enfin, le poilu, c'est c'est devenu le bon complètement vivant. amical. Enfin, amical entre guillemets. Enfin, mais, non, mais ça reflète aussi c'est pas dépréciatif. la crudité des tranchées. Ah, oui, ça va, oui. Mais est-ce que ça renvoie pas aussi à l'idée que le poil, c'est le courage? Oui, Dans aussi, l'expression populaire, absolument. avoir du poil aux pattes. Tout à fait. C'est un type qui a du poil aux pattes. Et ça Ce qui rejoint est la une guerre. manière plus polie de ne pas dire, évidemment, ailleurs. Mais ça veut dire le courage. Daniel, enfin. Mais oui. si, Marc, on est va sur tout de même... France Culture. Nous nous adressons à des adultes de tout âge. on Donc, l'espère. avoir du poil aux pattes, c'est vraiment être courageux. Oui, Du coup, absolument. les femmes se trouvent exclues du courage, puisqu'elles sont exclues du poil. Elles sont Et épilées. c'est une En vraie avoir question, ou pas ça. du poil. Oui. Et, Oui. et c'est pour ça qu'un groupe Joël féministe Cornette. s'appelle La Barbe, justement. Voilà. C'est-à-dire des femmes qui revendiquent leur statut, justement, D'avoir égal, du poil aux pattes, voilà, même d'être si on est une femme. égal aux hommes, elle s'appelle La Barbe. Ce Et- qui signifie bien que la barbe a une connotation à la fois, disons, de virilité, de guerre, d'homme, de courage. et que, évidemment, les femmes sont contre cette dichotomie. Emmanuel Laurentin. On sait, Joël Cornette, combien l'école historique française doit, en particulier aux inventions des années 20, des années 30, des années 40, autour de l'école des Annales, Bien sûr. de Marc Bloch et de Lucien Febvre. Alors on sait par exemple ce que l'histoire des émotions doit à Lucien Febvre, qui avait imaginé cette histoire des émotions dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette histoire du poil doit justement à cette longue histoire issue de l'école des Annales? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, cette attention portée à l'anthropologie, à la sociologie, aux autres disciplines des sciences humaines, Oui, même la c'est au psychanalyse, cœur- hein, il y la a tout psychanalyse, le la chapitre sur psychanalyse, Freud et le c'est poil. au cœur Oui. justement d'un sujet comme celui-ci, et ça permet justement à ce sujet, le poil, de devenir un sujet presque total, Oui, une moi histoire je totale. crois. C'est le paradoxe. C'est à la fois une histoire presque d'un rien, puisque un cheveu, c'est pas grand-chose, mais en même temps, elle a la prétention, enfin, vous me direz c'est peut-être prétentieux de ma part, effectivement d'une histoire totale. Bon, il ne s'agit pas de tout dire, mais comment le poil peut être un révélateur de culture, de sociabilité, de politique. Voilà, donc on trouve tout avec le poil, finalement. Quand on veut faire un bon corsaire, faut avoir du poil au menton. Jean Barret est barbu, dit-on, c'est nécessaire pour un corsaire. Avoir du poil au menton, c'est nécessaire, mon fiston. C'est nécessaire, mon fiston. La 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 la. Quand on veut faire un bon corsaire, point ne suffit d'être barbu. Faut avoir bien mangé, bien bu. C'est nécessaire pour un corsaire. Ne suffit d'être barbu. C'est nécessaire d'avoir bien bu. C'est nécessaire d'avoir bien bu. Bien bu, bien bu. Voilà, chant de marin, du poil au menton pour introduire tout naturellement, et pour ceux qui n'ont pas l'image, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Rebonjour. Rebonjour. Marc. Alors j'ai trouvé ce matin pour vous un article publié la semaine dernière dans Le Point, et dans lequel la correspondante de l'hebdomadaire à New Delhi, Vanessa Douniac, nous apprend donc qu'en Inde, aujourd'hui, la guerre au poil fait rage. Dans cette société où pudeur et discrétion sont de mise, des pratiques autrefois confinées à l'intimité se vendent désormais au grand jour. Alors c'est le cas par exemple de bikini au chocolat, un étonnant raccourci syntaxique pour désigner l'épilation intégrale des poils pubiens avec une cire à base de chocolat. Et oui. Alors jusqu'à présent, l'épilation se pratiquait à l'aide d'un fil, un fil en coton passé entre les doigts et la bouche pour former une étoile qui, dans un mouvement sec, se transformait donc en un étau fatal autour du poil indésirable. Mais aujourd'hui, donc la chaîne Affinity, qui possède 17 emplacements à New Delhi, propose donc la technique du bikini au chocolat. Alors elle vous en coûtera 1100 roupies, 16 € à peu près à la cire au chocolat, contre 2 fois moins 600 roupies à la cire classique. Mais quand une cliente essaie une fois, elle revient toujours, assure la gérante de l'établissement, et cela malgré les 20 minutes d'agonie auxquelles est soumise la dite cliente lors de cette délicate séance. La nouvelle technique au chocolat que nous importons de Singapour et de Thaïlande est très demandée, dit-elle. Elle n'apporte que des avantages par rapport aux méthodes classiques, alors lesquelles la chose n'est pas précisée. Et à la question de savoir pourquoi les Indiennes s'adonnent à l'épilation intégrale, Ravi Saxena semble consterné, évidemment par souci de propreté
et d'hygiène. Sauf que le site matrimonial très populaire, shahadi.com, lui consacre une page entière au sujet des poils, donc à l'adresse à la fois des hommes et des femmes. Et l'expert sollicité y est formel, l'épilation intime offre en réalité une meilleure sexualité. Alors petit problème tout de même, l'épilation intégrale est contraire à la religion, admet dans un souffle la reine des lieux tout en réajustant son voile sur la tête. Impossible donc d'admettre ouvertement la pratique, pourtant avérée. Et c'est ainsi donc que lorsque l'appel à la prière du soir retentit, eh bien les employés du salon de beauté ne s'interrompent pas pour autant. Elles attrapent des serviettes et sans les déplier, elles les posent sur leur tête avec ces étranges coiffes, donc sorte de solution hâtive pour respecter la prière. Eh bien les 5 filles continuent à épiler en bonne gardienne éternelle des secrets des femmes. Voilà le coup d'œil de Thomas Cluzel. Commentaire, Joël Cornette. Eh ben, commentaire, la police émit du poil puisqu'on se fait épiler. Mais pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à la religion? Est-ce que c'est par rapport à la sexualité? Je pense que vous avez suggéré les 2 pistes d'analyse. Donc il y a là une sorte de confusion. Et l'hygiène. Et d'hygiène, évidemment, 3e. Donc vous voyez, 3 éléments. Mais que disent les femmes quand elles vont se faire épiler? Est-ce qu'elles parlent de religion? Est-ce qu'elles parlent de sexualité? Est-ce qu'elles parlent d'hygiène? Ça aussi, c'est intéressant. Ou des 3 à la fois. Ou des 3 à la fois, ou de rien du tout. Est-ce que ça devient une coutume tellement ancrée qu'on a oublié sa signification? Enfin voilà, ça pose une série de problèmes. Est-ce que la question de l'hygiène ou de la religion ne servirait pas d'alibi à ce qu'on n'oserait pas avouer, à savoir la coquetterie et le plaisir? Peut-être, mais le plaisir ne s'énonce pas, en tout cas ne se dit pas. Donc, parce que le plaisir, il a des questions dans le chapitre sur le poil au hammam. Absolument. Et le hammam, encore une fois, c'est au cœur de la civilisation islamique. Alors c'est pour la pureté, mais c'est aussi pour la sexualité, pour le plaisir. Enfin, je pense que tout est confondu. Emmanuel Laurentin. Est-ce qu'on pourrait, en extrapolant d'une certaine façon, Joël Cornette, s'intéresser à la question de la mondialisation, justement, des pratiques? Parce que tout compte fait, au bout du compte, ça doit être très intéressant de voir circuler. On voit circuler des films pornographiques sur l'ensemble de la planète, par Internet. On voit circuler des images d'épilation. Où le poil est tabou, là, voilà. Complètement. Oui, pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, au bout du compte, on se dit, est-ce qu'il y a des modèles qui circulent et qui s'implantent comme ça dans des endroits où on ne les attendait pas? Parce que simplement, eh bien, on a un modèle mondial qui commence à s'instaurer. Oui, il peut y avoir un modèle mondial, mais alors pour l'épilation, j'imagine que dans certaines civilisations, le religieux ne joue absolument pas. Et donc là, il y a une partie de la signification qui n'est pas. Donc le modèle est adaptable en fonction des différentes civilisations. Et puis comme le dit Benoît Flich dans votre livre, par exemple la Turquie, société musulmane, est une société aussi où le poil a une fonction particulière. Il parle même de société trichocentrée, en prenant le terme. Absolument. Et même politique, parce qu'il y a un développement étonnant sur la taille de la moustache en Turquie et la forme de la moustache. Et l'auteur montre, donc c'est Benoît Flich, qu'il y a 2 moustaches, notamment une moustache à la Gengis Khan et une moustache à la Staline. Et que la moustache à la Gengis Khan, qui a, je ne sais pas comment l'expliquer, qui a 2 parties qui retombent, voilà. Eh bien, signifie une appartenance au loup gris, c'est-à-dire aux partisans du MHP, c'est-à-dire parti d'extrême droite, alors que la moustache à la Staline signe l'adhésion à l'idéologie socialiste. Et l'auteur dit que la forme de la moustache permettait, dans les années 70, aux différents protagonistes du terrorisme, loup gris internationaliste, alévi et gauchiste, de se reconnaître immédiatement pour mieux s'entretuer. Donc on retrouve ici à la fois, et c'est étonnant, la formulation guerrière que vous suggérez, qui est très juste, c'est-à-dire que la moustache, c'est l'homme, c'est la virilité, c'est la guerre, mais en même temps, c'est un parti politique, et c'est donc une attitude politique. Donc on affiche finalement son appartenance en fonction de la forme du poil. C'est assez étonnant. J'essaie de décrypter... par la moustache de plexiglas, puisque Tintin est à la mode. Daniel Salnave. Il est frappant de constater que, par exemple, la nudité a été considérée en peinture comme obscène si elle représentait les poils. Mais une nudité qui ne représente pas. Toujours au Japon. Voilà, toujours. C'est pour ça que l'origine du monde, le fameux tableau de Courbet, il est évidemment dans particulièrement intense parce qu'il figure la toison pubienne qui était totalement écartée de la peinture d'Ingres et de tous les grands peintres de nu, et de Chassériau, etc. Absolument. Et je crois que Lacan possédait le tableau, le fameux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, et je crois qu'un rideau. Il y avait un volet qui avait été fait par André Masson. Voilà, un petit volet. Un rideau pour le cacher. Et donc,
de temps en temps, il l'ouvrait, il le refermait. Donc, je pense que ça... Voilà, Fort c'est d'art. par rapport à ce que... Oui, moi, Brice Couturier. je voudrais revenir à la question que je posais. Pourquoi depuis 2-3 ans, les vedettes et maintenant, je vous dis, les politiciens, parce que vous avez vu que DSK se laisse aussi pousser la Oui, barbe. bien sûr. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez sur le point de vue sociologique? Pourquoi il y a ce retour des barbus alors qu'effectivement, la barbe, c'était quelque chose qui avait un peu disparu quand même dans les années 80, 90, jusque vraiment il y a Les 3-4 cheveux de plus ans. en plus courts. Les cheveux, les mais cheveux, oui, oui. oui, il y avait le les crâne hommes. rasé et il y avait le visage était glabre. Pourquoi d'un seul coup il y a ce retour des barbus? C'est pas Thomas Cluzel qui va me contredire. Il Est-ce que arbore vous depuis avez- déjà vous avez quelques une temps. réponse, Thomas? Oui, Vous moi, voulez répondre j'économise du temps. Vous savez, j'ai un crâne entier à raser, donc voilà, je laisse pousser la Ah oui, barbe. donc c'est plutôt, oui, c'est pourquoi à l'envers, quoi. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça connote sur notre époque? J'ai formulé quelques hypothèses. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'hommes plus mûrs pour nous gouverner dans la crise? Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Je voudrais bien avoir Et si les c'était que hypothèses. ça plaisait? des Alors, différents peut-être, Joël Cornette, participants. vous allez Oui, est-ce désormais... que c'est le plaisir de soi, si je puis dire? C'est aussi par rapport à la liberté qu'on a envie d'afficher de son corps. Et la liberté du déguisement, d'une certaine façon, Oui. parce que la grande Oui. nouveauté, c'est qu'on ne Emmanuel porte pas la Laurentin. barbe toute sa vie. On Ouais. ne change pas, on change Bien d'attitude sûr. autant de fois qu'on le veut. On peut se Tout à raser le fait. torse Tout à fait. ou les parties intimes. On peut rester avec la barbe, Et la il y a barbe même, pendant il y a plusieurs même, je crois, jours, des et qu'on rasoirs choisir pour des de- barbes de 2 jours. Enfin, Voilà. Évidemment. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi l'individualisme, Oui. c'est aussi la renaissance d'un certain individualisme qui permet à chacun Absolument. de changer d'apparence quand il le Et souhaite, donc, c'est la en liberté. fonction effectivement de, Ah, voilà. de Attendez, l'endroit où il oui. se trouve. Et du coup, pour prendre de la hauteur, c'est quand même quoi lié vraiment à une question de liberté. Moi, je crois. C'est une des dernières qui Oui, mais qui reste. Cette barbe mal rasée, cette barbe qui fait entre le mal rasé et la barbe d'un jour, Marc, suivez mon regard. enfin, C'était c'est d'abord le jusqu'à signe 4 heures du- d'appartenance à une classe un peu privilégiée. C'était les artistes, les metteurs en scène de théâtre, les acteurs qui portaient cette barbe. Maintenant, les hommes politiques s'y mettent à leur tour. Ça leur va plus ou moins bien. C'est pas le problème. Mais ce sont des barbes rases. Hein. Ce sont pas des grandes barbes jusqu'au bas de l'estomac qui commencent à être de plus en plus mal vues parce qu'elles sont le signe plus ou moins vrai de l'appartenance à des mouvements religieux plus ou moins rigide. Et la barbe jusqu'au milieu de l'estomac, Thomas ne l'a pas encore pour l'instant. Il a ce qu'on appelle Il la est barbe beau, courte, oui. comme un metteur en scène italien chic. Parfaitement bien taillé, hein. Bien sûr. Faut bien le dire. Emmanuel Laurentin Il y a- qui est rasé il de y a- près, lui. Il y a un moment extraordinaire, c'est effectivement le moment des années 14, c'est-à-dire du début du XXe siècle, quand on se replonge sur les journaux des années qui précèdent la Première Guerre mondiale. On a expliqué tout à l'heure, on en parlait avec Brice Couturier, comment le port du masque à gaz avait petit à petit tué la barbe d'une certaine façon pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se replonger dans ce moment où les favoris, les barbes courtes, longues, taillées, les moustaches sont si nombreuses. Il y a un formidable journal qui a été édité il y a quelque temps de Paul-Émile Pajot, qui était une sorte de peintre naïf des Sables d'Olonne. Et Paul-Émile Pajot reproduisait dans un petit cahier l'ensemble de ce qu'il trouvait dans les journaux de l'époque. Et donc, il reproduisait pendant la guerre de 14 tous les généraux, tous les bords d'ailleurs. Et tous ces généraux, tous ces militaires, comme vous le disiez, portaient la barbe. Et ça a ensuite immédiatement disparu, au point qu'effectivement, on en est très étonné, Joël Cornette. Après la guerre, Oui. disparition après la guerre. Mais ça rejoint ce que vous disiez sur la virilité guerrière. La guerre, évidemment, impose cette apparence virile, offensive. Donc je pense que ça joue. Mais en même temps, ça joue sur les femmes, parce que la garçonne, elle apparaît après la guerre, et donc la femme est libérée, je dirais finalement presque, entre guillemets, grâce à l'homme, enfin grâce au fait qu'elle ait remplacé les hommes à Et qu'elle a le l'arrière. droit de se couper les cheveux. Elle a le droit de se Elle couper les ne peut cheveux. pas pousser la barbe, mais elle se Alors, coupe les Voilà, cheveux. ah bah non, Eh oui. elle se Est-ce fait que- couper elle les se fait cheveux, couper ce les qui cheveux. est extrêmement important. Est-ce C'est qu'on a- très important. Est-ce qu'on n'a pas été un peu, comme d'ailleurs vous-même, hein, dans cette histoire du poil, tout de même un peu puritain, et n'avons-nous pas assez parlé de, je sais pas, quand même de l'érotisme du poil véritablement, qui est abordé dans votre livre, mais qui est abordé assez sérieusement. Mais enfin, pourquoi, demande Brice, les hommes se laissent-ils pousser la barbe? Parce que sans doute que ça doit, en ce moment, je ne sais pas Daniel, bonjour Marie-Pierre Lannelongue, plaire aux femmes qui ont de quoi faire avec ces poils, ou aux hommes qui aiment les hommes qui ont des poils. En tout cas, des femmes qui aiment les poils. Écoutez, chanson de Bilitis, Pierre-Louis, Claude Debussy. Cette nuit, j'ai rêvé
que je devenais toi-même, ou que t'es dans tes amours comme mon sage. La chevelure, Oui, il n'y a pas que Mélisande, hein, Pélas Mélisande, c'est toujours Debussy, c'est un poème de Pierre-Louis. Bon, ça là, a à tout est voir clair, avec là. l'érotisme, évidemment. Bien sûr, vous nous invitez presque à écrire un autre livre pour poursuivre le point numéro 2 et qui insisterait sur ce point. Le poil et le plaisir. Oui, mais d'ailleurs, c'est étonnant de penser que 3 livres sortent en même temps et qui L'histoire de la virilité voilà, de Figarello, la virilité, et puis il y a l'expo sur les Gaulois. Jean-Marie Le Gall en ce que vous moment. avez évoqué, Oui. Histoire du poil. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la mode, à l'ère du temps? Les 3 livres ne sont pas connectés, c'est-à-dire qu'ils sont parus indépendamment l'un de l'autre, mais tout de même, ça rejoint un même sujet. Désespérément, ce matin, sur le coup des 5h30, Emmanuel Laurentin me disait, quand je pense que j'essayais il y a depuis des mois et des mois à mon équipe de faire des émissions Fabrique sur l'histoire sur le poil, et qu'elle ne voulait pas, voilà, les voici. Ça sera le cas la semaine prochaine, puisqu'on va alors, traiter on la y question de la en plein. virilité, Voilà. et on reviendra sur la question de la Oui. pilosité jeudi. Bah Vous aviez une réponse, Daniel Sanlave, à la question de la barbe qui plaît aux Oui, femmes. il y a un la moustache. érotisme de poil qui est d'un côté la chevelure des femmes. Une femme qui a des cheveux longs, la chevelure moutonnant Alors, Mélisande, jusqu'à évidemment. l'encolure, Baudelaire, etc. Les parfums que dégagent des cheveux. Il ne faut pas oublier que c'était des cheveux qui devaient être très odorants parce que on lave très peu les cheveux. On les brosse beaucoup et on les parfume. Donc leur odeur est certainement très forte, capiteuse. Peut-être nous paraîtrait excessive aujourd'hui, c'est très possible. Et de l'autre côté, il y a l'érotisme de la moustache. Est-ce qu'il est formulé par des femmes ou par des hommes? Je ne sais pas. Ce Alors, sont il les fut- hommes qui disent Alors, il faut- un baiser sans moustache est comme un plat sans sel. Mais- Mais pensez à Proust, pensez à Swann et sa moustache parfumée qui se penche vers l'encolure d'Odette, qui ne l'est pas moins, et qui est bordée de Cattleya. Mais à l'époque où, par exemple, c'était justement quelque chose une valeur ajoutée, une femme suggéra à son mari de créer un parfum qui s'est appelé Moustache. Madame Runitska, après un rêve, comme peut-être chez Debussy, a dit un jour à son mari, Edmond, il faut faire un parfum qui sente le cheveu, le propre. Et elle l'a créé, et c'est elle qui a donné le nom de Moustache, celui qui a fait les grands parfums de chez Dior. Quand on lit la poésie arabe Voilà. classique ou d'autres, on lit qu'on parle d'un bel homme, on parle de sa barbe parfumée, c'est-à-dire le fait de parfumer sa barbe, de la soigner, de la parfumer. Il ne faut pas que la barbe conserve l'odeur de la fumée de l'âtre ou des nourritures. Nous sommes quasiment au terme de cette partie de l'émission des matins, Joël Cornette. Peut-être un point de question d'actualité sur l'histoire, cher Emmanuel Lava, Joël Cornette. D'abord, le succès fabuleux. C'est incroyable. Vous étiez venu ici pour parler des premiers tomes Oui, de l'histoire de France, parus également chez Belin. Ce qu'on apprend, c'est que, alors est-ce que c'est dû à la conjoncture, au débat sur la maison de l'histoire de France, au débat des anti-sarkozystes et des pro-sarkozystes autour de la question de l'histoire de France, etc. Enfin, toujours est-il que ça marche, Oui, je sais un presque- très oui, gros c'est- ouvrage comme ça. C'est inattendu, 13 volumes, et c'est vrai que tous sont en réédition et tous marchent très très bien. J'oserais dire que ça tient à la qualité, enfin, ça paraîtra de l'autosatisfaction, on peut le dire, oui, et je m'en effectivement, excuse les par auteurs. avance, mais je ne suis pas l'auteur, c'est pour ça que je peux d'autant mieux en parler, puisque j'ai un peu coordonné l'ensemble, mais je pense que la qualité, notamment éditoriale des volumes, fait que le public s'y est retrouvé, c'est-à-dire que ce sont des livres qui apportent vraiment à la fois en termes de quantité et de qualité, d'analyse, et puis il beaucoup de insiste choses. aussi sur une histoire en train de se faire, Voilà, avec voilà. les parties sur Voilà. l'atelier de l'historien, Les- etc. l'histoire, Sur les questions, voilà. au débat autour de Les- l'histoire d'une période, par exemple. L'histoire est en effervescence, l'histoire se modifie sans arrêt, on écrit toujours pour le présent. Donc voilà, je crois que c'est une histoire du passé pour le présent. Et c'est ça, je crois, qui a intéressé. Et puis la maison de l'histoire de France, le feuilleton, nous Oh, en le- sommes... je dois dire que... Et je vois, Joël très bien, on en Cornette parle... hausse les épaules. C'est un Non, feuilleton. je hausse pas les épaules, mais disons c'est un autre sujet. Je pense que voilà, je Non, mais j'ai pas trop envie d'intervenir. Ah, oui, les historiens, ils tiennent... Ah, bon, hein. les historiens sont Ouais. assez divisés sur cette question-là. On en débat beaucoup dans la Fabrique de l'Histoire. Effectivement, c'est un débat récurrent et qui dure depuis maintenant un peu plus d'un an et qui va durer, je pense, encore quelques mois. Voilà donc l'histoire du poil chez Belin sous la direction de la bien nommée Marie-France Ozépi et Joël Cornette.